Studio. Bienvenue dans The Big Shift, Marine. Merci Xavier. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Petite gueule de bois ce matin quand même, parce qu'on enregistre cet épisode le 6 novembre et que, a priori, Donald Trump serait en avance sur Kamala Harris sur les élections américaines. Donc on attend encore un peu le résultat parce qu'on enregistre à 9h du matin, mais a priori, c'est quand même une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Bon, on va essayer d'oublier ça pendant une heure, le temps de notre échange, et puis on reviendra à regarder les différentes news en sortant de cet épisode. En attendant, aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est de reprendre un sujet qu'on a laissé de côté depuis 2022 dans le podcast. On va parler de géo-ingénierie. En 2022, on l'avait abordé à peine, même c'était 2021 d'ailleurs. On l'avait abordé avec Roland Seferian. C'était avant la sortie du rapport du GIEC qui mentionne les techniques de géo-ingénierie comme des techniques crédibles pour la réduction du dérèglement climatique. Donc là, on a un joli coup de mise à jour à faire dans cet épisode. Vous allez apprendre ce que c'est que la géo-ingénierie pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, que je mettrai quand même en description avec Roland Seferian. Et l'idée, voilà, c'est de comprendre ce que sont ces techniques-là, dans quelle mesure elles peuvent aider à ralentir le dérèglement climatique, quels sont les intérêts qu'on peut leur trouver, quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir à les mettre en place, et aussi toutes les tensions qu'elles peuvent amener, ces techniques-là. Tensions qui existent déjà, on va en parler franchement dès le démarrage de cet épisode. Voilà, donc épisode que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Voilà, vous êtes sur The Big Shift, je m'appelle Xavier Seux et j'anime ce podcast depuis 3 ans pour vous expliquer tous les grands sujets de la transition écologique. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas laissé de notes et que vous avez déjà écouté des épisodes, c'est aussi le moment de le faire et ça m'aide énormément. Pour commencer cet épisode, Marine, je te propose de te présenter, de nous dire pourquoi est-ce que tu en es venue à travailler sur ce sujet de la géo-ingénierie. Oui, donc je m'appelle Marine de Guglielmo-Weber, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et je travaille pour l'IRSEM, qui est en fait le principal institut de recherche du ministère des Armées en matière de sciences humaines et sociales, en matière notamment de recherche stratégique. Et j'ai consacré ma thèse aux techniques de modification de la météo, donc à toutes les techniques qui sont aujourd'hui déployées pour affecter les chutes de pluie ou affecter les chutes de grêle, en d'autres termes, contrôler les conditions météorologiques. Et ça, petit à petit, ça m'a amené à étendre mes recherches aux techniques de modification du climat qui sont en plein prise dans un phénomène de normalisation, de banalisation, ce dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la différence entre une technique de modification de météo et une technique de modification du climat ? J'ai l'impression c'est une confusion qu'on fait beaucoup, météo et climat. Est-ce que tu peux nous réexpliquer du coup ? Et souvent, quand on parle de modification de la météo dans les médias, on va avoir tendance à mettre sur ces techniques le terme de géo-ingénierie, alors que c'est pas tout à fait ça. Quand on parle de modification de la météo, il va s'agir tout simplement de chercher à contrôler sur un espace assez restreint les conditions météorologiques. Donc, par exemple, en France, on a des agriculteurs qui ont des générateurs des petits générateurs d'1 mètre de haut qui diffusent des produits chimiques pour éviter les impacts négatifs des chutes de grêle sur leurs parcelles agricoles. Et ces agriculteurs, donc, qui sont rassemblés dans une association qui s'appelle l'ANELFA, l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques. Eh bien, ces agriculteurs, dès qu'on leur donne l'alerte d'un orage à grêle qui va survenir, ils enclenchent tous leurs petits générateurs et à l'échelle très locale, en fait, ils vont chercher à se protéger. Ça ce sont des gros sujets. Il n'y a pas de consensus scientifique sur la question. Okay. Voilà, les scientifiques sont très partagés. Après 70 ans d'utilisation, on n'a toujours pas de preuves tangibles que ça fonctionne. Donc, ça a plutôt, pour l'instant, un aspect très rituel. En fait, c'est une pratique qui permet de rassembler les agriculteurs, de leur donner... c'est tout de même un moyen qu'ils se représentent de lutter contre les orages destructeurs, mais en tout cas, on n'a pas de preuves formelles administrées scientifiquement. Donc ça, c'est de la modification de la météo. Et c'est utilisé depuis très longtemps, depuis les années 40 en fait. Et la modification du climat, qu'on appelle aussi géo-ingénierie, c'est, contrairement à la modification de la météo, ce sont des projets pour l'instant, ce sont des théories, ce sont en fait des ambitions technologiques dont, pour la plupart, on n'a pas vu encore la concrétisation vraiment tangible sous la forme d'infrastructures,
de techniques qui sont comment dire complètement insérées dans la vie sociale. C'est pas encore concret. Pour donner une définition plus carrée de la géo-ingénierie, en fait, ça renvoie à l'ensemble des techniques et des projets techniques qui ont pour ambition de modifier notre environnement à très grande échelle, à minima l'échelle d'une région du monde et à maximale l'échelle vraiment planétaire. Et cette modification, elle doit être intentionnelle. Ça, c'est le deuxième grand critère de la géo-ingénierie. Il y a l'échelle qui doit être très grande et puis l'intentionnalité de la modification. Et pour donner un repère qui en fait est donné par David Kiss, l'un des grands noms de la géo-ingénierie. Il nous explique que, par exemple, faire du jardinage, c'est une modification de l'environnement, mais l'échelle de notre potager n'est pas assez grande pour parler de géo-ingénierie. Et à l'inverse, les changements climatiques, c'est une modification anthropique à grande échelle de notre environnement, de notre planète, mais pas intentionnel. Ouais. Voilà, exactement. Donc la géo-ingénierie, en fait, c'est un peu comme du jardinage à très grande échelle ou, pour le dire autrement, un changement climatique qu'on voudrait délibérer. Donc voilà un peu la différence entre les deux, avec en plus l'idée qu'aujourd'hui, les projets de géo-ingénierie, ils ont une grande fonction, c'est de lutter contre les changements climatiques. Donc en fait, de fournir des solutions technologiques aux répercussions de l'accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Donc ça veut dire en gros aujourd'hui éviter la chaleur, éviter la diffusion des gaz à effet de serre comme le CO2 et permettre aux agriculteurs de produire notre alimentation sans problème, quoi. C'est les trois grands piliers. Oui, tout à fait. Donc les deux premiers, c'est les deux piliers en fait de la géo-ingénierie et le troisième que tu cites, c'est en fait la modification de la météo. Mais oui, tout à fait. En fait, la géo-ingénierie, elle a deux grands objectifs. C'est faire disparaître a posteriori les émissions de dioxyde de carbone qui se sont accumulées dans l'atmosphère, et deux, compenser en fait l'augmentation de la température planétaire, en fait venir apporter une correction thermique à cette accumulation de gaz à effet de serre. Et donc là, c'est là qu'on voit se dessiner les deux grandes familles techniques de la géo-ingénierie. D'une part, l'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc on va aller chercher ce qui est déjà accumulé dans l'atmosphère. Et d'autre part, la modification du bilan radiatif. C'est-à-dire qu'on cherche à refroidir artificiellement la planète en jouant sur l'équilibre entre la quantité d'énergie qui est relâchée par la Terre et la quantité d'énergie qui est retenue par la Terre. L'idée étant en fait de diminuer la quantité d'énergie qui va se retrouver piégée dans notre atmosphère pour abaisser significativement la température planétaire. En gros, ce serait l'image de la cocotte minute dont on arrive à gérer parfaitement la pression à l'intérieur, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc pour faire ça, tu as deux options. Soit tu augmentes la part de rayonnement solaire que tu vas réussir à réfléchir vers l'extérieur. Donc c'est des rayons qui n'arriveront pas à nous. Voilà. Donc par des systèmes de miroirs qu'on va aller mettre en orbite, par des systèmes il y a pas mal de techniques qui entendent diffuser des produits chimiques en fait dans l'atmosphère, et ces produits chimiques vont avoir un effet réfléchissant. Notamment donc, du soufre. Pareil, exactement, du soufre. On va aussi chercher à augmenter la capacité de l'océan à réfléchir le rayonnement solaire, parce qu'on sait que l'océan, c'est une masse très sombre qui absorbe beaucoup l'énergie, donc on cherche à le rendre un peu plus réfléchissant, un peu plus clair. C'est quoi, c'est 93% de l'énergie du bilan radiatif qui est absorbée par l'océan, il me semble. Donc c'est énorme. Ouais. Donc il y a certains scientifiques qui disent si on arrivait juste à augmenter d'un tout petit chouïa la quantité d'énergie qui est relâchée par l'océan, ce serait déjà incroyable. Donc voilà, il y a toute cette panoplie de techniques qui cherchent vraiment à rééquilibrer les échanges d'énergie. Et puis les techniques d'extraction du carbone atmosphérique qui, elles, cherchent en fait à traiter à sa source le changement climatique, c'est-à-dire que bien tout ce qui a été émis, on va chercher à l'éliminer par la suite. Ok, écoute, très clair. Donc là, si je retiens bien, on a deux grandes familles d'ingénierie. Une qui est plus ou moins acceptée aujourd'hui, qui est le Carbon Dioxide Removal, on va dire CDR dans cet épisode. Donc ça, c'est les techniques qui permettent de réduire les émissions de carbone, ou même d'en rattraper, qui sont déjà émises, de les récupérer. Et le deuxième, du coup, c'est le SRM, donc Solar
Radiation Management. Ouais. Où là, du coup, c'est le principe de réussir à gérer le bilan radiatif, donc les liens entre l'énergie reçue et l'énergie émise par la Terre. Toi, du coup, pour revenir un peu à ton parcours, t'as bossé là-dessus pendant combien de temps, à peu près ? Là, ça doit faire 4 ou 5 ans. Ok, donc là, t'es en thèse sur le sujet. Non, ma thèse est Elle est bouclée, ok. Ouais. Une des raisons pour laquelle on t'a proposé de passer sur le podcast, c'est parce que tu viens de sortir un bouquin avec un co-auteur, Rémi Noyon, qui s'appelle Le Grand Retournement. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as appelé comme ça, ce bouquin ? Alors, un titre, c'est toujours compliqué. Disons que c'est un consensus, c'est un compromis entre la volonté des auteurs, la volonté des éditeurs, la volonté des commerciaux. Donc, ça a été l'objet de débats assez ardus. Mais disons que ce qu'on voulait faire passer comme idée, c'est qu'il y avait une bascule, qu'on était en train de franchir vraiment une bascule. Donc, il y avait un retournement de la situation sur la manière dont la géo-ingénierie était représentée dans la sphère médiatique, mais aussi dans les sphères politiques, économiques. Et cette bascule, en fait, on l'a définie comme un processus de normalisation. C'est-à-dire qu'on a affaire à des techniques qui auparavant suscitaient encore des réactions très fortes. On parlait de projets d'apprentis sorciers, on parlait de lubies technophiles, même d'hubris. Enfin voilà, il y avait tout ce registre très déjà exagéré. Et dans l'épisode en 2021 avec Roland, on parle beaucoup des méchants de James Bond. C'est très très lié à cet univers de vouloir contrôler absolument tout le monde. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a cet imaginaire de contrôle. Sauf que aujourd'hui, cette rhétorique, on l'entend de moins en moins. Et on s'est demandé pourquoi. Ça a été le point de départ de notre travail avec Rémi. On a tous les deux vu, donc dans nos sphères professionnelles qui sont complètement différentes, parce que Rémi, lui, est journaliste, et donc il est plutôt dans la sphère de l'enquête journalistique, et notamment dans le cadre de l'écologie politique. Et donc on s'est demandé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et en fait, on a observé un processus en 2 étapes. La première étape, ça a été la normalisation de la capture carbone, donc du CDR. Et la deuxième étape dans laquelle on commence à entrer, c'est la normalisation du SRM ou de la modification du bilan radiatif. La normalisation de la capture carbone, elle date depuis un moment maintenant. Et en fait, on peut la faire remonter au protocole de Kyoto en 97. Parce que c'est un moment où, dans le monde de la gouvernance internationale, on intègre l'idée de système comptable net. C'est-à-dire que déjà à l'époque, on ne parle plus seulement de comptabiliser les émissions de chaque pays, juste comptabiliser ce qui est émis, mais on intègre déjà l'idée qu'on peut y soustraire ce qui a été séquestré ou ce qui peut être séquestré, donc pas encore par les puits technologiques de type CDR, émissions négatives, etc. À l'époque, on parle des puits naturels, notamment des forêts. Et donc, à l'époque, il y a eu un lobbying assez important d'un certain nombre d'États, notamment les États-Unis, qui avaient des intérêts pétroliers assez forts. Ils ont vraiment poussé pour qu'on intègre cette idée de net, de comptabilité nette, et que chaque État ait la possibilité de faire jouer ces puits de carbone naturel dans la balance pour pouvoir réduire en fait le taux total des émissions. Ce qui est exactement ce qu'on reproche à la compensation carbone aujourd'hui. Exactement. Et donc, c'est ça le mot, c'est le terme de compensation qui est extrêmement intéressant. On peut dire qu'à l'époque, il y a la naissance d'un paradigme de la compensation carbone. Et donc, on est en plein dedans. Aujourd'hui, il y a eu encore en 2015 l'idée de net zéro qui a été réaffirmée. On est en plein dedans. Et aujourd'hui, quand on regarde les accords internationaux qui sont signés lors des COP, on parle même plus de réduction des émissions. On va parler de réduire les émissions non atténuées, donc unabated, et ça renvoie en fait à la capture carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'entend réduire que les émissions qui ne peuvent pas être capturées a posteriori. Et donc ça, c'est extrêmement important déjà. Ça veut dire que en fait, la capture carbone, elle a réussi à réduire très largement le spectre de ce qui doit être réduit, de ce qui doit être atténué a priori. Puisque donc ça veut dire quoi? Si on prend un exemple, ça veut dire que une énorme entreprise, pétrolifère, qui a sur son site un appareil de capture carbone, elle peut produire autant qu'elle veut parce qu'elle est en mesure de capturer son carbone, c'est ça? Tout à fait, c'est ça l'idée. C'est l'idée que l'atténuation, les stratégies d'atténuation, de réduction a priori des émissions ne concernent que ce qui ne peut pas être capturé a posteriori,
Alors, il y a encore cette histoire de filtres sur les cheminées, ce qu'on appelle les CCUS, parce que ça, c'est généralement, comment dire, on le met dans le sac de l'atténuation. Comme on supprime l'émission avant qu'elle rejoigne l'atmosphère, on va parler d'atténuation. Et quand on fait de l'extraction du carbone qui est déjà présent dans l'atmosphère, on parle de géo-ingénierie. Ouais. Donc, il y a encore cette distinction. Mais disons que comme on a ce paradigme de la compensation carbone qui remonte aux années 90, en fait, l'essor des techniques de CDR, il était déjà sûr d'aboutir, en fait. Tout était là pour que ces techniques aboutissent et elles sont venues s'intégrer dans une économie de marché déjà prête pour ça. Donc, la normalisation des CDR, elle s'est faite de la manière la plus naturelle possible. Maintenant, on en est à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle est marquée par le constat que nos techniques de CDR ne sont pas matures. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup retardé l'atténuation, en partie parce qu'on disait qu'on pourrait séquestrer a posteriori. Voilà. Donc ça a entraîné des retards d'atténuation aussi, cette idée-là. Sauf qu'on n'est pas prêt technologiquement. Nos techniques de CDR aujourd'hui, elles sont très loin d'être matures et ce qu'elles arrivent à capturer aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qu'il faudrait capturer pour rester sous le seuil des 1,5 degrés fixés par l'accord de Paris. Donc face à ça, en fait, on est forcé de trouver une autre solution pour temporiser le temps que le CDR parvienne à maturité technologique. Ouais. Et en fait, c'est ça qui tout en n'arrêtant pas de produire parce que on aura la solution à un moment donné. Donc, exactement. C'est le régime des promesses technoscientifiques qui sont alimentées par le capitalisme et par ces bulles de spéculation technologique où c'est pas grave, on ne touche à rien plus tard, bientôt, demain, le progrès technologique va nous sortir de cette misère. Et donc, notre nouvelle promesse technoscientifique, notre nouvelle porte de sortie, c'est la modification du bilan radiatif. Parce que là, on peut dire, l'atténuation a pris du retard, c'est pas grave, il y a les techniques de capture carbone. Les techniques de capture carbone prennent du retard, c'est pas grave, on va pouvoir compenser thermiquement, en fait, le délai qui nous manque, en fait, ce qui sépare le franchissement de l'accord de Paris de la maturité technologique de nos techniques de CDR. Et du coup, cette modification du bilan radiatif, donc cette SRM, elle est de plus en plus mentionnée comme un moyen de temporiser, donc de compenser de manière très ponctuelle la hausse de température pour éviter le dépassement du 1,5 degré. Et en fait, l'idée, ce serait de faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir des CDR qui fonctionnent. Donc là, si je comprends bien, en gros, on sait qu'on émet trop. On a dit qu'on allait avoir des aspirateurs à CO2 qui allaient super bien marcher. Les aspirateurs à CO2, ils marchent pas hyper bien, mais on se dit, en fait, on peut mettre la poussière sous le tapis le temps que nos aspirateurs à CO2 marchent beaucoup mieux. Et le tapis, c'est le fameux SRM où on va pouvoir modifier le climat en se disant, une fois qu'on aura fait ça, déjà, ça nous permettra de mieux ramasser la poussière derrière, quoi. Complètement. C'est exactement ça. Donc il y a cette idée vraiment de report constant des efforts d'atténuation et il y a cette idée un peu paradoxale aussi que en fait selon laquelle ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis les années 90, c'est-à-dire mettre en place une réelle gouvernance du climat, on va réussir à le faire une fois qu'on aura déployé la SRM, une fois qu'on aura un système de refroidissement artificiel de la planète. Là, tous les acteurs de la communauté internationale, tous les acteurs industriels seront prêts à faire de l'atténuation. Et donc ça, c'est assez intéressant comme biais de pensée. Et je pense effectivement que ça structure en fait toutes les logiques de report qu'on observe aujourd'hui. Et ton avis à toi, du coup, c'est ce report, il va durer jusque quand ? Est-ce que on a enregistré un épisode il y a quelques années avec Greg de Temerman sur la fusion nucléaire où il me racontait que tous les grands titres de tous les papiers de recherche sur la fusion nucléaire, à chaque fois, c'était c'est bon, la fusion nucléaire, c'est dans 30 ans. Ouais. Et depuis les années 60, la fusion nucléaire, c'est dans 30 ans. Et aujourd'hui, la fusion nucléaire, c'est dans 30 ans. Est-ce que avec ces technologies-là, on est quand même plus proche d'avoir un point de bascule où on est capable de faire quelque chose à une échelle industrielle, voire régionale, puisque du coup, si on parle de géo-ingénierie, il faut passer à l'échelle macro.
Ou est-ce que tu penses que c'est quand même complètement illusoire à ce stade? Alors, je suis pas ingénieur, donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de l'avoir, cette maturité technologique des CDR. Et même si la question de l'efficacité technique est tranchée, même si allez, dans 15 ans, on y arrive, la question des problématiques socio-économiques et politiques que ça implique, elle est loin d'être tranchée. Parce qu'il y a plein d'autres enjeux liés notamment à la consommation des ressources naturelles. On sait que ce sont des techniques qui, pour fonctionner, vont consommer beaucoup de ressources énergétiques, vont consommer beaucoup d'eau. Vraiment, il y a un enjeu sur l'eau assez important. Selon les techniques qu'on utilise, ça peut aussi mobiliser beaucoup de terre. À l'heure où on a cet enjeu démographique, on a cet enjeu alimentaire important, on retrouve cet ancien clivage de l'alimentation versus l'énergie en fait sur les terres. Bah là, ça revient sur le. Est-ce qu'on se nourrit ou est-ce qu'on fait du bioéthanol pour les avions? Voilà, exactement. Bah là, ça va être peut-être demain. Est-ce qu'on se nourrit ou est-ce qu'on séquestre du carbone qui est émis par des acteurs qui payent pour ça. Donc voilà, il y a cette question-là aussi. Et en fait, souvent, face aux critiques, les personnes qui développent les CDR disent non mais vous ne concevez pas, en fait, vous ne vous rendez pas compte des bons technologiques qu'on peut faire en très peu de temps. Mais en fait, il n'y a pas que la question technologique. Il y a aussi et surtout vraiment la question de la consommation des ressources et des conséquences que ça peut avoir sur la résilience des systèmes socio-écosystémiques. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte qui ne sont malheureusement pas prises en compte. Et ça, c'est l'un des gros problèmes de la géo-ingénierie dans son ensemble, pas seulement de la capture carbone, mais aussi de la SRM. C'est que on est encore beaucoup dans des logiques ingénieriales, beaucoup dans des logiques de il y a des problèmes techniques qu'il faut régler, il faut faire avancer le dispositif en lui-même, mais en fait le côté sciences sociales et humaines et le côté comment est-ce qu'on insère ça dans notre société sans produire plus d'injustice, sans fragiliser certaines sociétés, ça c'est moins pris en compte pour l'instant. Ok, ouais, super intéressant. Ça, ce serait peut-être le côté un peu inquiétant pour toi. L'idée, c'est que, tu vois, tu me parles de normalisation. Moi, ce que je vois, c'est aussi que non seulement c'est normalisé, mais en plus, ça commence à s'intégrer dans des discours scientifiques crédibles, notamment dans les rapports du GIEC de 2021. Est-ce que c'est inquiétant, du coup, cette normalisation, ou est-ce que c'est quand même... c'est un pas en avant? L'idée, c'est plutôt... Est-ce que c'est plutôt de se dire, avant, on le faisait sans le dire, et maintenant, au moins, on le dit Alors, c'est une très bonne question et elle est encore débattue. C'est-à-dire que pour certains acteurs, le fait qu'on en parle de plus en plus, c'est plutôt bénéfique parce que ça évite justement qu'un acteur finisse à le faire de manière complètement pirate, en dehors de toute norme ou de convention sociale, juridique. Et donc, l'idée qu'on en parle de plus en plus, c'est plutôt bien. Parce que c'est pris en charge, on commence à en parler, il y a un débat public, il y a un débat juridique sur la question. Il y a d'autres acteurs qui considèrent que l'idée même de géo-ingénierie se diffuse un peu trop vite et que elle n'est pas anodine. Le fait d'en discuter n'est pas anodin, ça a une certaine performativité et ça influence les acteurs qui sont chargés de l'atténuation. C'est-à-dire que si les grands responsables politiques, économiques, industriels qui sont censés faire des efforts d'atténuation entendent que peut-être qu'il y a ça qui se prépare, qu'il y a ce genre de projet qui pourrait en fait offrir un plan B, peut-être qu'ils vont avoir plus de réticence à mettre en place ces efforts d'atténuation. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Si j'ai une solution un peu moins coûteuse, un peu plus facile, je vais y aller et je vais éviter. En fait, je vais prendre le techno-fixe. Je vais prendre le fixe technologique plutôt que le fixe social qui, lui, me demande beaucoup plus d'efforts. Donc, en fait, il y a un peu ces deux arguments qui sont valables, l'un comme l'autre, qui entrent en friction. Après, il y a on parle d'un processus de normalisation, mais ça renvoie à plein de situations différentes. C'est-à-dire qu'on a à la fois de plus en plus de rapports d'institutions internationales qui vont dire attention, il y a un sujet ici, il faut qu'on le réglemente parce que c'est dangereux, ça nous fait peur. Et en même temps, on a des acteurs qui montent au créneau en disant c'est intéressant, il faut qu'on envisage cette possibilité parce que
on entre dans une ère de l'urgence climatique et toutes les options sont bonnes à prendre. Pascal Lamy, donc qui dirige la Climate Overshoot Commission, donc alors je sais plus quel est le nom exact, mais en fait c'est la commission qui cherche à éviter le risque de dépassement, donc du 1,5 degré. Pascal Lamy, il nous a dit dans le cadre de ce livre, il faut retourner toutes les pierres. Donc voilà, la normalisation est là aussi. Tout à fait. Ok, écoute, super intéressant. Tu parles de cette géopolitique, donc tu vois, tu disais que on est encore dans un système qui est très ingénieurial, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui est pas encore très humain dans la façon dont on aborde le sujet. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une maîtrise climatique qui serait internationale, une sorte de gouvernance du climat international qui pourrait se mettre en place? Aujourd'hui, on voit élection de Donald Trump, on a des élections qui se passent assez mal globalement dans un certain nombre de pays. On a la Moldavie a voté pour rester dans l'Union européenne plutôt que pour se rapprocher de Moscou, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais d'une façon générale, j'ai quand même l'impression qu'on a des clivages qui augmentent. Est-ce qu'on serait en mesure de créer une géopolitique climatique commune? C'est une grande question et on est trop peu nombreux à travailler sur vraiment la géopolitique de la géo-ingénierie, mais ça commence à prendre tout doucement. Mais en fait, si on compare le nombre de chercheurs qui travaillent en sciences atmosphériques sur la géo-ingénierie et le nombre de chercheurs qui travaillent sur les enjeux géopolitiques, on n'est pas sur le même ordre de grandeur. Mais disons que cette question, en fait, elle est structurante. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la question de la faisabilité technique, il y a la question des impacts environnementaux, etc. Mais par contre, la plupart des modèles numériques qui sont mis en place pour anticiper les risques environnementaux, et donc là, je parle notamment de la modification du bilan radiatif, parce qu'en fait, c'est la technique, c'est l'ensemble de techniques qui a le plus d'enjeux planétaires, transfrontaliers. Notamment, il y a une technique, donc l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui, elle, vraiment couvrirait l'ensemble du globe. Donc, il y a vraiment des enjeux internationaux. Et donc, alors, ça remonte, dis-moi si les chiffres sont toujours à jour, mais avec Roland Seferian, il me semble qu'on disait qu'en fait, surtout que c'était des techniques qui étaient très peu chères comparées à la puissance globale de leur impact, c'est-à-dire qu'avec l'équivalent de 10 ou 50 milliards, on pouvait faire baisser la température du globe de 0,5 degrés, ou ce qui est absolument monumental par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place, où aujourd'hui on se dit qu'il faudrait que les investissements dans la transition et l'atténuation soient de plus de 500 milliards par an pour les pays occidentaux. Ça n'a rien à voir en termes d'échelle, quoi. Tout à fait, ça fait partie des choses qui nourrissent l'aléa moral, parce que c'est pas très cher, et non seulement on évite les coûts du changement climatique, donc de toutes les réparations qu'il va devoir faire à la suite de catastrophes naturelles, etc. Et en plus, on évite les coûts des stratégies d'atténuation et d'adaptation, donc c'est tout bénef. Donc effectivement, en fait, ça c'est un risque prépondérant, c'est qu'on n'est vraiment pas à l'abri que un État ou plusieurs États voient dans cet ensemble de techniques en fait une solution d'intérêt national qu'il faut absolument déployer pour éviter les coûts liés au changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander dans quelle mesure, d'une part, ces déploiements pourraient être consensuels, c'est-à-dire vraiment mis en place d'une manière démocratique, et d'autre part, si ça n'est pas le cas, s'il n'y a pas de déploiement démocratique possible, à quel risque de conflictualité on s'expose. Ce qu'on voit aujourd'hui déjà, les rares fois où, par exemple dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement, à chaque fois que dans ce cadre-là, des discussions ont été... en fait, le sujet de la géo-ingénierie a été soulevé pour des discussions, à chaque fois, en fait, c'est tout de suite tué dans l'œuf parce que il y a trop de clivages, c'est trop polarisant. Donc, par exemple, en 2019, la Suisse et une dizaine d'autres États a demandé à ce que ce soit mis sur la table pour mettre en place à minima une réglementation, en tout cas commencer à en discuter avec en tête vraiment le principe de précaution. Il y a 3 États qui s'y sont opposés. Il y a eu les États-Unis, le Brésil et l'Arabie Saoudite. Tiens donc. Voilà. Qui est surpris? Et en fait, il me semble que c'était l'année dernière, rebelote,
la Suisse redemande des discussions sur la question. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que les États qui s'y sont le plus fermement opposés, ce ne sont pas forcément les États qui étaient le plus favorables à la géo-ingénierie, sont au contraire les États qui étaient le plus prudents et qui n'avaient pas envie que ce soit déployé. Il y a notamment eu un groupe d'États africains. Il y a eu le Mexique qui est très très opposé à ça parce que récemment, il y a eu des expérimentations sur son territoire et le Mexique n'a pas du tout apprécié ça. Donc on voit qu'il y a des clivages et que la géo-ingénierie, c'est le sujet le moins consensuel qu'on peut trouver à l'échelle internationale. Déjà, si on regarde la gouvernance des changements climatiques aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit d'une efficacité fantastique et que ça fasse consensus. Alors la géo-ingénierie, là, il faudrait que l'ensemble des États de la planète soient d'accord pour faire de la géo-ingénierie. Donc déjà, sur le principe même, ce qui n'est pas le cas, il faudrait que l'ensemble de ces États soient d'accord sur le type de technique qui va être utilisé, où est-ce que ça va être déployé, qui va s'en occuper, quel type de produits vont être utilisés, quel est l'objectif aussi. Est-ce qu'on cherche à refroidir... je sais pas, est-ce qu'on cherche à maintenir l'augmentation de la température à 1,5 degré? Est-ce qu'on cherche à la maintenir à 2 degrés? Parce que selon également cette variation de température, les impacts sur les différentes régions du monde ne seront pas les mêmes. Ça, c'est l'un des grands problèmes de la géo-ingénierie, de la modification du bilan radiatif. Plus précisément, c'est que les impacts seront totalement différents selon les régions du monde et selon le type de technique et de produit et l'endroit du déploiement. Donc peut-être que limiter à 1,5 et déployer à tel endroit, ça va plutôt favoriser la Russie, et que faire 2 degrés à tel autre endroit, ça va, je sais pas, être une catastrophe pour l'Amérique latine et servir les intérêts de l'Europe. Donc il y a plein de dynamiques comme ça qui nous montrent en fait et qui poussent un certain nombre d'analystes à parler aujourd'hui d'une géo-ingénierie qui serait ingouvernable et profondément incompatible avec une prise de décision démocratique. Ok. C'est intéressant. Est-ce que, tu vois, dans le cadre d'une décision un peu unilatérale, aujourd'hui, on a quand même des blocs on a la guerre en Europe. Est-ce que dans le cadre de décisions unilatérales, ce serait possible qu'il y ait un pays qui se dise, bah, moi, je lance une expérimentation, quoi que les autres en disent? Tout à fait. Excuse-moi. Tout à fait. Et quand on pense à cette perspective, généralement, on pense d'abord aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ils sont en train de bâtir une réelle stratégie de recherche en matière de modification du bilan radiatif. Et on sait qu'en 2020, déjà, les États-Unis avaient signé le Climate Intervention Act à l'époque. Là, il y a eu, sous Biden, beaucoup d'avancées en matière de régulation, mise en place vraiment de plans de stratégie nationale en termes de modification du bilan radiatif. Et on sait aussi que les institutions de la défense américaine, notamment les institutions de renseignement, mais aussi l'industrie de défense, sont très liées en fait aux recherches sur la modification du bilan radiatif. En fait, pour quelles raisons? Principalement parce que, bon, alors déjà, ça sert les intérêts américains de trouver une solution, comme on le disait, qui évite de mettre en place des efforts d'atténuation, surtout que les États-Unis tirent leur hégémonie mondiale en grande partie des hydrocarbures, donc ça les arrange pas forcément. Alors hégémonie économique, mais aussi hégémonie militaire. Donc ça les arrange pas forcément d'abandonner ce pan-là de l'économie. Et puis aussi parce que le contrôle des conditions climatiques, ça va devenir, dans le contexte donc d'urgence climatique qui est en train de se dessiner, un levier de puissance assez fondamental. Demain, aux négociations, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, les États qui auront la voix la plus forte, ce seront peut-être les États qui auront les infrastructures et les moyens financiers nécessaires à la géo-ingénierie. Tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, que dans le cadre de ton travail, du coup, tu travailles aussi sur l'utilisation de la géo-ingénierie par les armées dans le cadre de la défense. Comment est-ce que ça s'intègre là-dedans, du coup? Oui, alors notamment c'était à la fin de l'année dernière, j'ai publié avec Sophia Cabej un rapport dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat. Donc c'est l'observatoire qui traite
des enjeux militaires et de défense et stratégiques des changements climatiques. On avait enregistré un épisode avec Julia Tass de l'IRIS, voilà. qui travaillait aussi sur l'Observatoire Défense et Climat, et on n'avait pas du tout abordé ce sujet de géo-ingénierie. Je le regrette un peu maintenant, tu vois, parce que je pense qu'elle avait des trucs à dire aussi là-dessus. Tout à fait, oui, effectivement. Donc Julia qui co-dirige l'Observatoire. Ouais. Et donc l'année dernière, le ministère des Armées nous avait commandé une note sur ce sujet de la géo-ingénierie. Et on avait justement exploré avec Sophia Cabej tous les enjeux géopolitiques. Donc, ce qu'on se disait sur la possibilité d'un déploiement démocratique, etc., et de défense que ça pouvait présenter. Et effectivement, ce qu'on voyait, c'était notamment l'apparition de ce qu'on appelle des logiques de militarisation de la géo-ingénierie, qui sont, très, très éloignées de ce qui est envisagé par les personnes qui promeuvent la géo-ingénierie aujourd'hui. Et je commençais à y venir tout à l'heure, le fait que quand les scientifiques modélisent les impacts de ces techniques, ils partent d'un scénario qu'on pourrait dire idéalisé, dans le cadre duquel le déploiement est consensuel, il est coordonné, il est bien mené, il n'y a pas de conflictualité autour, tout va bien. Et donc ça, c'est la base qui sert aujourd'hui à l'anticipation des effets de la modification du bilan radiatif. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte que ce déploiement coordonné, pacifique, consensuel à l'échelle mondiale, démocratique, il ne va pas advenir. Et donc, il faut pousser un peu les scientifiques des sciences atmosphériques à travailler, à anticiper les effets de ces techniques, mais dans des contextes beaucoup plus durs. Et ça, c'est un peu ce que fait l'Observatoire. On anticipe toujours le pire. On va dans chaque rapport, en plus, il y a des scénarios de prospective. Et donc, à chaque fois, on a des scénarios où ça se passe très mal. Et dans ce rapport-là, on avait notamment un scénario de déploiement unilatéral. Quasiment tous les scénarios sont des scénarios où il y a de la conflictualité autour de la géo-ingénierie, parce qu'on ne conçoit pas de géo-ingénierie pacifique aujourd'hui. Donc voilà, il y a effectivement cet enjeu également de ce qu'on appelle la sécurisation des changements climatiques, c'est-à-dire le fait que les changements climatiques, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est plus seulement un objet écologique ou politique, ça a été approprié par les industries de défense comme un enjeu militaire. C'est ça le phénomène de sécurisation, c'est en gros on prend un objet et on en fait un objet sécuritaire. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a des instituts comme l'Observatoire Défense et Climat, qu'on a les institutions de défense qui sont de plus en plus intéressées par la question climatique, parce que c'est devenu un enjeu de sécurité. Sauf que le pendant négatif de ça, il y a un pendant positif qui est qu'il y a une conscience climatique qui circule. Le pendant négatif, c'est que lorsqu'on structure un objet comme un objet de sécurité, on a envie d'y répondre avec des moyens sécuritaires. Donc, on a envie d'avoir des infrastructures industrielles qui vont régler le problème en urgence. On a envie d'impliquer les militaires. Et ça, c'est pas forcément l'option la plus optimale, on va dire, pour pousse au réarmement mondial, et c'est la course à l'armement, quoi. Mais tout ce que tu m'expliques là, ça me donne vraiment l'impression, tu vois, d'être dans une série où un gouvernement a créé un outil ou une arme qui permettrait de garder la paix dans le monde, sauf si elle tombe dans les mauvaises mains, et à ce moment-là, ça pourrait être un outil de destruction massif. Tout à fait. Et toute la série se construit autour de ça, tu vois. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est le plus préoccupant, en fait, quand on regarde cet objet géo-ingénierie d'un point de vue géopolitique, c'est que on voit bien que c'est un objet qui est empreint d'un énorme potentiel de conflictualité. Et ça nous préoccupe, effectivement. Et tu vois, tu me disais, à la limite, je comprends pour le CDR, donc la partie aspiration du carbone, donc retrait du carbone de l'atmosphère, où on sent que les techniques peuvent être là, mais qu'elles sont pas encore là, et on voit très bien ce que ça peut faire. À la limite, c'est de l'utilisation énergétique, c'est de l'utilisation de surface, de l'utilisation de matériaux. Dans le cadre du SRM, tu vois, on n'a pas dit qu'est-ce qui pourrait mal aller. À la limite, tu pourrais te dire, ok, on met des trucs dans l'atmosphère, ça va réduire, mais ce serait quoi les trucs qui feraient que les gens se disent non, il faut surtout pas le faire, parce que à la limite, c'est quoi les désavantages, ou qu'est-ce qui pourrait se passer de mal si on faisait du SRM? Alors, donc, faut savoir que c'est un champ scientifique en constitution.
Donc, la première chose à avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une énorme incertitude scientifique. Donc, je vais te donner quelques éléments, mais en fait, pour l'instant, on connaît peut-être 1%, 2% des risques qui peuvent survenir pour cette raison, qui est qu'on n'en sait rien. La plupart des techniques n'ont jamais été déployées sur le terrain. En fait, la plupart des techniques, si elles devaient être expérimentées, faire l'objet d'expérimentation sur le terrain, ça reviendra à les déployer parce qu'il y a cette échelle planétaire. Donc voilà, on n'en sait pas grand-chose. Maintenant, je peux te dire ce qu'on sait, les quelques éléments qu'on connaît. Le premier élément, c'est que puisque par la modification du bilan radiatif, tu affectes d'une certaine manière les échanges thermiques, en fait, tu affectes forcément déjà le régime atmosphérique dans son ensemble et les régimes de précipitation. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se retrouver avec des pluies diluviennes à certains endroits ou avec... alors, il y a des études qui montrent qu'il y a un risque qui pourrait peser sur la mousson en Inde. L'augmentation de phénomènes comme El Niño, etc. Tout à fait. L'idée, c'est que, en fait, dans une certaine mesure, on pourrait entrer dans un tout nouveau régime atmosphérique dont on ne pourrait absolument pas prédire les Donc, conséquences. L'emballement, quoi. Voilà. En fait, on ne sait pas ce qui pourrait en découler, mais on sait dans tous les cas qu'on va dérégler un certain nombre de choses sur la manière dont, sur le cycle de l'eau et sur le régime des précipitations. Ce qu'on sait aussi, c'est que il peut y avoir un effet sur l'activité de photosynthèse, puisque forcément la plupart des techniques consistent à bloquer une partie du rayonnement solaire entrant. Forcément, il y a réduction de l'activité de photosynthèse des plantes et certaines études ont montré que tu pouvais parfois avoir une réduction de 10% de la production de certaines céréales dans le cas où ça pourrait être déployé. Mais encore une fois, ça va dépendre de la technique, etc. Donc, il y a plein d'enjeux à prendre en compte qui peuvent faire varier les effets. Quand je parlais du fait qu'on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer, ça va aussi beaucoup dépendre des régions du monde. Donc ça pourrait très bien stabiliser le climat en fait à un endroit et le rendre complètement inhabitable en fait dans certaines autres régions du monde. Et il y a un autre enjeu qui a été pas mal soulevé sur la modification du bilan radiatif, c'est le risque de choc terminal. Donc ça, c'est un mot qui fait extrêmement peur. Mais en fait, c'est l'idée selon laquelle si tu refroidis artificiellement la température planétaire, disons pendant 30 ans, tu refroidis la planète artificiellement, et que au bout de ces 30 ans, pour une raison ou une autre, ton dispositif ne fonctionne plus, ou tu ne peux plus l'alimenter, ou il y a un conflit qui fait que tu n'as plus les ressources, tu peux plus faire décoller tes avions, etc. Si tu arrêtes, le réchauffement que tu auras camouflé pendant 30 ans va te revenir dans la figure en quelques années. Et on sait aujourd'hui que le problème du réchauffement climatique, alors il y a la question de l'augmentation de la température, mais en fait ce qui est le plus structurant et le plus problématique, c'est la vitesse du réchauffement, parce qu'on ne peut pas s'y adapter. Donc là, on imagine bien que si on compacte comme ça le réchauffement et en fait, on se l'inflige en quelques années seulement, un réchauffement qui correspond au réchauffement qu'on aurait eu en 30 ans, en fait, on compromet toute chance de s'y adapter. Ouais. Encore une fois, il y a des études qui étudient la capacité des espèces à se déplacer assez rapidement pour retrouver des conditions climatiques qui leur conviendraient. Et en fait, la plupart n'y arrivent pas. En fait, elles n'ont pas le temps de migrer avant de malheureusement disparaître à cause de ça. Alors ça, encore une fois, c'est un risque, c'est peut-être le risque le plus médiatisé, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que certains promoteurs de la géo-ingénierie vont dire c'est pour cette raison que on diminue un peu les ambitions de nos techniques de modification du bilan radiatif. Et ça, c'est l'un des pendants de ce processus de normalisation dont je te parlais. C'est le fait qu'il y a encore... il y a encore 10-15 ans, quand on parlait de modification du bilan radiatif, les scientifiques qui le proposaient, ils proposaient de revenir au niveau pré-industriel ou au niveau des années 80. Donc, en fait, de compenser quasiment l'intégralité du réchauffement.
Aujourd'hui, ils disent plus la même chose. Ils proposent des choses un peu plus modérées, un peu plus, avec beaucoup moins d'ambition. Notamment, ils vont dire, on va juste limiter le réchauffement à 2 degrés ou à 1,5. Et en fait, l'idée, c'est que en faisant ça, ils limiteraient les effets secondaires des techniques. Ce qui est sûrement vrai, mais ça n'empêche pas que ces effets, on ne les connaît pas et ça pourrait entraîner des problématiques en cascade. Où est-ce que tu situes ton curseur perso ? Ça fait 4 ans, 5 ans que tu travailles sur le sujet. Là, on a beaucoup parlé de ce qui pourrait mal se passer. J'imagine que tu ne travailles pas 4 ans ou 5 ans sur un sujet si tu ne te dis pas qu'il y a un intérêt potentiel dans le futur. C'est quoi ton niveau d'acceptabilité, le niveau où toi tu te dis, OK, à partir de là, c'est OK de l'utiliser, et là, il faut s'arrêter. Est-ce que tu as essayé de mettre une limite personnelle à ce qui pourrait être intéressant de faire ? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on va y aller. C'est que ça va se produire parce qu'on est dans un système socio-économique qui cherche avant tout sa propre préservation. Et les ruptures sociétales ne sont pas les bienvenues. Les ruptures technologiques, oui, mais les ruptures sociétales ne sont pas les bienvenues. On avait plein d'autres solutions que la géo-ingénierie, et je pense notamment à la sobriété. On entend beaucoup, par exemple, Yamina Saeb qui essaye de porter ce sujet et qui m'avait dit dans un entretien l'année dernière, en fait, si on faisait de la sobriété, on ne parlerait même plus de capture carbone. Donc, le sujet, il est tranché sur ce point. On n'a pas, dans l'absolu, besoin de géo-ingénierie. On a besoin de politiques publiques qui vont nous permettre d'instaurer un rapport plus durable à notre environnement. Ça, c'est clair et net. Maintenant, vu les intérêts économiques et politiques qui poussent la plupart des grands décideurs à l'inertie, à l'inaction, en fait, moi, je suis personnellement, alors là, c'est plus la chercheuse qui parle, je suis personnellement convaincue que sous 10 à 15 ans, on fait de la modification du bilan radiatif parce qu'on n'a plus d'autre choix, en fait. Et à ce stade-là, dans 15 ans, quand on n'aura toujours pas de politique d'atténuation efficace, que nos aspirateurs à carbone, ils seront toujours... à ce stade-là, ce sera en fait la seule solution. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je sais qu'on va arriver à un point où ça deviendra la seule solution. Ce qui est contestable et ce qui est vraiment dommageable, c'est qu'on la construit petit à petit. On construit un monde social où on n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à ça. Et c'est vraiment ça qui est critiquable. Il y avait 2 autres sujets que je voulais aborder. Le premier d'entre eux, c'était le complotisme autour de la géo-ingénierie. Il y a beaucoup on en a vaguement parlé, mais un peu en filigrane sur justement le fait que c'est les traînées d'avions, par exemple, qui seraient en fait des envois de certaines matières dans l'atmosphère par les gouvernements pour réduire le réchauffement climatique, mais sans nous le dire, ou des puces 5G ou tout ce que tu veux, hein, mais comment est-ce qu'on intègre ça dans l'acceptabilité d'une modification climatique ? Alors c'est très intéressant, on a revu ça aussi avec les inondations en Espagne. Ouais. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est des pluies provoquées, que c'est à cause de la géo-ingénierie secrète qu'il y a ça. Wow. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on observe dans le monde un aléa météo-climatique violent, on voit tout de suite une recrudescence sur les réseaux sociaux, et notamment X, pour des raisons qui ne sont pas si surprenantes que ça. On voit une recrudescence des théories complotistes. Donc, il y avait eu les séismes en Syrie qui avaient donné lieu tout de suite à des théories complotistes. En Turquie aussi, selon lesquelles les États-Unis avaient produit ça à chaque fois. Ouais. À chaque fois. Et il y a des études qui montrent ça, qui montrent, en fait, qui constituent des frises chronologiques avec les aléas qui sont même pas forcément des aléas météo-climatiques. Tu peux avoir aussi des séismes, et donc tu vas avoir cette frise chronologique, et à chaque fois, tu as des pics de théories qu'on voit apparaître sur les réseaux, selon lesquelles ce serait délibérément provoqué par certains États dans le monde. Et ça, c'est des restes, en fait, de ce qui s'est passé durant la seconde moitié du XXe siècle, où effectivement, on avait des développements technologiques en matière de géo-ingénierie qui cherchaient ouvertement à contrôler notre environnement à des fins militaires, qui cherchaient à provoquer des aléas météoclimatiques, des cyclones, des catastrophes,
pour faire la guerre. Et donc cet imaginaire-là, il est resté. Et notamment depuis les années 90, on voit progresser petit à petit cette théorie des chemtrails, donc théorie selon laquelle certaines traînées blanches qui sont laissées dans le ciel, en fait parce qu'elles resteraient un peu plus longtemps ou parce qu'elles auraient des formes un peu spécifiques, seraient en fait des traînées de produits chimiques. Donc les contrails, les traînées de condensation deviennent des chemtrails, et ces produits chimiques, effectivement, ils auraient plein de fonctions différentes. Alors, il y en a qui disent que ce serait pour lutter secrètement contre les changements climatiques, il y en a d'autres qui disent que c'est pour simuler les changements climatiques à des fins financières. Et donc il y a beaucoup ça. Même, je me rappelle avoir participé à un séminaire scientifique l'année dernière où des personnes complotistes sont intervenues pour dire que la géo-ingénierie existait déjà et que c'était ça, que la géo-ingénierie était en fait un synonyme de changement climatique. Donc voilà, ça c'est un problème. C'est un problème parce que ça compromet la prise en charge de l'objet géo-ingénierie par le public. Ça compromet en fait le débat d'idées sur est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, dans quelle mesure, comment on peut encadrer ça. Donc il y a cette problématique là. Ça a aussi tendance à à affaiblir un peu les discours critiques vis-à-vis de la géo-ingénierie, puisque dans ces discours critiques il y a toujours une portion complotiste, conspirationniste, et donc parfois ça donne un peu moins de poids, ça enlève du poids aux critiques qui sont fondées. Mais à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que la plupart du temps, ces discours conspirationnistes, ils portent des messages qui sont intéressants. Ils portent une crainte, notamment, qui est que une élite prenne le contrôle du climat sans s'assurer du consensus de la population. C'est pas une crainte si idiote que ça. En fait, on va vers ça. Déjà, les changements climatiques, c'est quelque chose qui a été imposé par l'ensemble de la population mondiale, par un petit groupe de pollueurs. On le sait aujourd'hui, il y a un groupe très restreint d'États qui polluent le plus, et puis il y a un groupe très restreint d'individus qui imposent ça à l'intégralité de la population mondiale. Donc la crainte derrière, elle est complètement légitime. Et la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces théories conspirationnistes, elles diffusent des informations qui sont fausses, qui ont aucune validité scientifique et qui malheureusement compromettent les processus de débat public, mais elles ont cet intérêt qu'elles diffusent des craintes légitimes qui sont intéressantes et qui pourraient être mises en avant dans le cadre des débats futurs sur la géo-ingénierie. Ok, hyper intéressant. C'est des sujets que j'aime beaucoup aborder parce que toutes les ingérences étrangères, tout le rapport au réel qui commence à être transformé, et du coup le complotisme qui parfois, où on se demande même nous, en ayant accès à des informations vérifiées, sourcées, on se pose souvent cette question de savoir si on est du bon côté de la bulle ou pas. Je trouve ça hyper intéressant de regarder ces sujets-là. D'ailleurs, en parlant de sourcer, j'ai jamais vu, je pense, un livre aussi sourcé que le vôtre. Je pense que la moitié des pages, c'est des notes de référence. Et du coup, ça donne plutôt confiance dans la qualité du travail. C'est super agréable à lire, c'est facile en plus parce que ça va assez vite. Je vous recommande le livre Le Grand Retournement de Marine et de Rémi. Pour terminer, je voulais qu'on revienne un peu sur cette notion de gouvernance avant de boucler cet épisode, parce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder, c'est qu'en est-il ? Je refais un parallèle avec la fusion, où au début c'était des projets étatiques, gouvernementaux, internationaux, dans le cas de ITER et Cadarache en France. Et puis il y a des investissements privés qui s'y sont mis à la fusion nucléaire pour créer des mini-réacteurs, pour pouvoir avoir son propre réacteur à côté de son usine. Et est-ce que la géo-ingénierie privée qui pourrait s'affranchir en fait de règles d'État, ça pourrait être quelque chose qui arriverait? Tout à fait. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que on a un champ de la recherche scientifique en géo-ingénierie qui reste extrêmement prudent. Il y a quelques exceptions, mais globalement, on a des groupes de scientifiques qui travaillent sur la question de manière très méthodique, avec des principes éthiques. On sait qu'il y a eu beaucoup de cadres éthiques qui ont été créés sur la géo-ingénierie. Je pense notamment au principe d'Oxford, mais il y en a plein d'autres. Et ces scientifiques, ils y font attention. À ce jour, à part une exception, les
les scientifiques qui ont travaillé sur la question n'ont jamais mis en œuvre de tests sur le terrain. Il y a eu le projet Scopex, qui était le projet mené par Harvard sur la modification du bilan radiatif, sur en fait la possibilité d'injecter des aérosols dans la stratosphère. Et ce projet-là avait en fait devait passer en phase de test et devait mener des tests en fait de vol avec juste un ballon stratosphérique mais sans produit qui serait chargé en Suède. Et en fait, à ce moment-là, il me semble que c'était en 2021, il y a eu une énorme opposition publique de la part des ONG environnementales, de la part du peuple sami. Et donc, Scopex a dit « Ok, stop, on arrête ». Et en fait, on a appris l'année dernière que Scopex était définitivement suspendu à cause de ce poids de l'opposition publique. Et en fait, plus généralement, ce qu'on peut voir, c'est que les chercheurs qui font ça vraiment dans les règles, ils en sont encore au stade de la modélisation numérique. Ils font attention. Ça, c'est super rassurant, parce que ça veut dire que, en fait, globalement, les recherches qui sont menées par des acteurs publics ou par des universités, etc., et plus généralement par le champ de la recherche scientifique vraiment académique, bon, on n'a pas trop à s'en méfier. Je pense que ce sont des acteurs qui vont respecter les règles, et s'il y a un débat public, ce sont des acteurs qui vont se plier au débat public. Le pendant plus négatif de ça, c'est que vous avez des acteurs privés qui, eux, ne font pas aussi attention et qui, eux, n'ont pas envie d'attendre de manière indéterminée que des normes se mettent en place, que des lois permettent l'encadrement et le déploiement en fait juridiquement carré de ce type de technique. Et donc on a déjà des acteurs aujourd'hui qui utilisent la modification du bilan radiatif comme une opportunité commerciale. Et donc c'est assez intéressant de voir que d'un côté on n'a même pas de test sur le terrain, mais que de l'autre on a déjà une entreprise qui s'appelle Make Sunsets qui vend de la modification du bilan radiatif en plus à des particuliers. Particuliers ? Ouais, donc c'est une entreprise en fait qui prend des aérosols soufrés, qui les met dans un ballon stratosphérique et qui envoie les ballons et qui libère en fait quelques centaines de grammes de soufre dans la stratosphère. Et en fait, on fait au-dessus de ta villa pour que... Alors, c'est pas encore ça. On fait ça pour la modification de la météo. Ouais. T'as déjà des acteurs qui vendent à des particuliers des ballons à envoyer juste au-dessus de leur maison pour qu'ils fassent beau le jour du mariage. C'est possible. En tout cas, c'est vendu tel quel. Cette entreprise-là, elle fait quelque chose de différent pour l'instant. C'est-à-dire qu'elle vend aux particuliers. Tu peux aller sur leur site web si tu veux. Tu vas pouvoir acheter des crédits de refroidissement. Et donc, tu vas acheter, par exemple, pour $9, tu achètes tant de crédits de refroidissement. Et ces crédits, ils renvoient à une quantité donnée de soufre qu'ils vont aller mettre. Okay. Donc, en fait, ils vont refroidir la planète pour toi. Tu les payes, en fait, pour que... C'est un nouveau modèle de compensation. Un peu. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est individualisé, en fait. Chaque particulier peut s'acheter une conscience écologique en disant, OK, je vais refroidir la planète via cette entreprise. Pour l'instant, il n'y a pas encore de commercialisation de ballons. On n'en est pas encore à un point où les gens vont pouvoir acheter sur Amazon ou Alibaba leurs propres ballons, leurs torches, leur soufre pour le faire tout seul. Il n'y a pas encore eu de Team for the Planet qui a mis 150 000 personnes à acheter chacun leur ballon pour faire un vrai impact. Oups. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et d'ailleurs, c'est l'un des scénarios qu'on a écrit dans notre observatoire, Défense et Climat, dans le rapport de notre observatoire. Et ça a aussi été anticipé par un grand nom de la géo-ingénierie, Wagner, qui lui, en fait, a imaginé, alors il me semble que c'est en Arabie Saoudite, qu'il y aurait, je sais pas, plusieurs centaines alors je crois que c'est plusieurs milliers plutôt de personnes qui, achèteraient leur ballon sur Internet et modifieraient le climat de manière, en fait, c'est ce qu'on appelle un déploiement décentralisé. Ouais. C'est-à-dire que là, l'État peut pas être tenu responsable de ce qui est fait. Ce sont des individus qui, personnellement font ça. Et c'est d'autant plus intéressant sur le plan de la gouvernance. Là, tu peux pas tenir pour responsable les États-Unis si ils incitent leurs citoyens à faire ça par des publicités, par du lobbying, etc. Ce sont
au mieux, tu peux leur reprocher de ne pas encadrer ces techniques, mais je suis même pas sûre que ça fonctionne. Et donc, c'est là qu'on voit toute la question à la fois de la responsabilité en matière de géo-ingénierie, de la responsabilité juridique et de la traçabilité des actions. Waouh. Ça fait un peu peur. Et ça, ouais, ça fait peur. Tu vois ça à quel horizon? Ah ouais, moi je vois ça, on est en quelle année là? On est en 2024. Je vois ça à l'horizon 2030-2035. Oh oh. Ouais. Oups. Bon, est-ce que c'était une bonne conclusion? Je sais pas, en tout cas, c'en était une. Merci beaucoup Marine d'être venue partager tout ça dans The Big Shift. Je rappelle, vous avez le livre Le Grand Retournement aux éditions Les Liens qui libèrent. Je vous mets dans la description le lien vers ce livre pour que vous puissiez aller regarder. Et je vous le conseille vraiment. En plus, je l'ai lu en 2 matinées, je pense. Donc c'est hyper rapide et il y a plein de petites notions hyper intéressantes à appréhender, à comprendre. Et puis tout ce qu'on a dit aujourd'hui là, on y revient un peu plus profondément dans le livre. Donc hyper intéressant. Je vous le recommande fortement. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés et on vous remercie pour ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment le moment de mettre un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, de mettre des étoiles aussi. Ça nous aide énormément à avancer, vous vous rendez pas compte et ça vous coûte rien du tout. Donc faites-le et faites abonner vos amis aussi. Partagez cet épisode à tous ceux qui pourraient être intéressés. Je vous mettrai le lien avec l'épisode de Julie Attas et l'épisode de Roland Seferian dans la description pour que vous puissiez aller les regarder aussi, ces deux-là, qui sont hyper intéressants sur climat et sécurité et puis sur la géo-ingénierie, mais la version 2021. Et en attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Marine, ciao. Salut Xavier. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.